Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons aujourd'hui évoquer la lubrification féminine, même si les hommes aussi lubrifient, mais ça n'a pas tout à fait la même chose. Et moi j'aime mieux comparer la lubrification féminine à l'érection chez l'homme, mais comme l'érection, la lubrification elle est très fluctuante suivant les femmes, mais également suivant les moments. Et c'est peut-être pas si simple que ça à comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, la relation entre désir et lubrification n'est pas aussi évidente qu'on l'imagine. Alors je sais bien que les hommes aiment voir leur partenaire lubrifié, pensant qu'elle est donc pleine de désir pour eux. Mais c'est avec Christian Jamin que vous allez enfin tout savoir sur cette fameuse lubrification. Comment ça se passe? Pourquoi elle est parfois déficiente? Quelles sont les solutions quand il y a un manque justement de lubrification? Parce que ce qui est important de rappeler, il ne faut jamais commencer un acte sexuel quand la lubrification n'est pas là. En d'autres termes, une pénétration alors que le vagin est encore sec est une pénétration douloureuse. Et ça, c'est vraiment important que ce soit bien ancré autant dans la tête des hommes que celle des femmes. J'ai toujours tendance à rappeler aux femmes, vérifiez que vous êtes prêtes et sinon, il y a peut-être des solutions dont on va parler durant ces 2 heures. Alors, quelles que soient vos questions, vos témoignages, on vous attend au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte. Alors, la lubrification féminine, normalement vous devez tout savoir là-dessus. Christian Jamin, vous êtes gynécologue, endocrinologue. Normalement oui, mais en fait pas du tout. C'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lubrifications. Il y a la lubrification de base. Le vagin est en permanence humide. Oui, bien sûr. Et ça disparaît après la ménopause ou ça disparaît après certains traitements. Ça, c'est une forme de lubrification. Et puis, il y a la lubrification liée au désir, liée à la pénétration et liée à l'orgasme. Alors, ça fait beaucoup. D'accord. Donc là, déjà, vous en avez 4, si j'ai bien calculé. Donc la première, c'est donc parce que le vagin, naturellement, est plutôt humide. Voilà, alors il y a une sécrétion, j'allais dire permanente, qui vient du vagin lui-même, qui est sous la dépendance des hormones, et donc les hormones augmentent la vascularisation, et cette lubrification est très importante, d'abord pour le confort, parce que les femmes qui n'ont plus du tout de lubrification, ça les brûle, ça les gêne, et puis surtout c'est que le vagin touche à la vessie. Et que la santé du vagin dépend aussi les problèmes urinaires. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les mictions impérieuses, c'est-à-dire que la vessie se vide brutalement quand il y a trop de sécheresse vaginale. Et donc, il faudrait entretenir la lubrification même après la ménopause. Oui, on sait qu'il y a des traitements de ménopause qui redonnent de la lubrification. Alors après, c'est des traitements locaux ou qu'on avale. Dans ce domaine, les traitements locaux font mieux que les traitements généraux. D'accord. Donc ça, c'est la lubrification, on va dire, naturelle, d'entretien, si je puis dire, du vagin. Ensuite, il y a la lubrification due au désir. Et c'est celle-là, généralement, que les hommes apprécient le plus. Oui. Et là, c'est un phénomène qui est pratiquement le même que l'érection. Donc là, vous êtes d'accord avec ce que je disais. Bon. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène vasculaire. C'est-à-dire qu'au moment du désir, les vaisseaux se ferment et la pression du sang et la dilatation des vaisseaux qui apportent du sang fait que le liquide passe à travers les vaisseaux et mouille. Et on mouille. Et alors donc, que vous, c'est les corps caverneux de la verge qui s'engorgent. Chez l'homme, ça donne une érection. Chez la femme, ça fait mouiller. Voilà. D'accord. Et puis, il y a une troisième érection. Lubrification. C'est ce qu'on appelle... Je ne relèverai pas votre lapsus. Les glandes de Bartholin et les glandes de Skene, qui elles sont à l'entrée et qui sont faites pour le glissement à la pénétration. Donc ça c'est des glandes
ce qu'on appelle exocrine. Et donc là c'est finalement un phénomène mécanique, si je puis dire. Oui, alors non, il faut que ce soit commandé par le cerveau. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est les mouvements du pénis qui vont activer la paroi vaginale et qui va faire que ça va lubrifier. Alors ça, c'est pour essayer de faire comprendre de manière claire que je simplifie. Alors, dans la lubrification liée au rapport, ou dans j'allais dire la santé vaginale, il y a effectivement cette notion de dilatation du vagin par la verge, qui met en tension les fibres collagènes et qui font sécréter des substances qui donc lubrifient. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que en fait, pour que le vagin soit en bonne santé, il faut qu'il y ait des germes dedans et des germes qui empêchent les autres de se développer. Ça s'appelle les lactobacilles. Le vagin doit être un tout petit peu acide. Et donc, il y a dans les phénomènes de lubrification, il y a de base, il y a l'entretien des bonnes bactéries dans le vagin. Voilà. Et j'en ai oublié une quatrième. L'orgasme. Alors l'orgasme, c'est ce que vous appelez les femmes fontaines, le phénomène fontaine. Oui, alors l'orgasme, là, on en a déjà parlé dans cette émission. En fait, c'est qu'au moment de l'orgasme, il y a un relâchement général des sphincters. Et en particulier donc des sphincters. Alors pendant longtemps, on s'est demandé d'où venait tout ce liquide que certaines femmes étaient capables d'expulser. Et dans les formes caricaturales qu'on peut appeler les femmes fontaines, c'est probablement les sphincters de la vessie qui lâchent au moment de l'orgasme. Et donc c'est plutôt de l'urine. Voilà, c'est ce qui dérange d'ailleurs beaucoup les gens, mais en même temps, c'est une urine très très diluée et qui est de toute façon l'urine, c'est pas sale. Hein. Non, c'est pas ça. Et puis nous, les hommes, on est très fiers quand même de réussir à faire un truc pareil. Oui, alors ça, on pourra éventuellement en parler, bien sûr. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le disait d'ailleurs. Hein. Oui. Les dernières enquêtes ont montré qu'il y a beaucoup plus de femmes qui, alors pas forcément systématiquement, mais qui ont eu à un moment donné cette éjaculation, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que c'est pas. Voilà, mais ça peut survenir à n'importe quel moment de la vie. C'est-à-dire que il y a des femmes qui découvrent des orgasmes puissants très tard et qui se découvrent femmes fontaines à des âges avancés. Alors précisons quand même que c'est pas parce qu'il n'y a pas de phénomène fontaine qu'il n'y a pas d'orgasme. Hein. Exactement. C'est pas forcément lié. Et de même qu'il peut y avoir un phénomène fontaine sans qu'il y ait une réelle grande jouissance. C'est compliqué, de toute façon, les femmes, hein, on le sait. Ah oui, ça fait 40 ans que j'essaye de comprendre. Bon, enfin, on avance quand même avec vous chaque fois que vous venez, Christian Jamin. Donc là, je crois qu'on a un petit peu dit tout ça. Après, la question du désir et de la lubrification, ça va dépendre aussi beaucoup des femmes et des périodes du cycle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que parce qu'il n'y a pas beaucoup de lubrification, il n'y a pas beaucoup de désir ou l'inverse. Oui, alors, par ailleurs, la lubrification entraîne le désir et le désir entraîne la lubrification. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lubrification, il y a plutôt de la douleur, et quand il y a douleur, il n'y a pas de plaisir. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des moyens exogènes pour faciliter la pénétration et le plaisir, et donc ça va engendrer du plaisir. Donc ce qu'il faut, c'est pas considérer qu'on n'est pas normal si on doit utiliser des lubrifiants. Parce que je dis toujours que les lubrifiants, ça sert à synchroniser l'homme et la femme. Parce que l'homme a une érection très rapide, la femme met plus de temps à mouiller, et si l'homme est pressé, eh bien ça fait mal. Et si ça fait mal, il n'y a pas de plaisir. Donc, alors que quand on utilise des lubrifiants, qu'à mon avis, on n'utilise pas assez, eh bien on synchronise la capacité de la femme à ne pas souffrir, à être pénétré facilement, sans douleur, donc à avoir du plaisir. Donc effectivement, faut jamais oublier que une pénétration trop rapide ou une lubrification trop lente sont des causes de mauvais rapports sexuels. Voilà, et au niveau de tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, on a franchement l'embarras du choix. Oui. Il y a vraiment énormément de différents produits qui sont plus ou moins... alors après, il y a des produits qu'on trouve plutôt en love shop, d'autres qu'on trouve en pharmacie. Bon, après, à chacune et chacun de se renseigner, quoi. Oui, alors ce qu'on préfère actuellement, c'est plutôt les produits
hydrosoluble que liposoluble. Mais il y a tout ce qu'il faut sur le marché, en effet. On est d'accord. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions. Alors, oui, pardon. J'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié quelque chose d'important qui s'appelle la santé vaginale. C'est-à-dire que pour avoir une santé vaginale, il faut avoir un certain type de germes dans le vagin, et que quand on n'a plus d'hormones ou quand on a des déséquilibres, eh bien, ça favorise les maladies. Et par exemple, on sait que le papillomavirus, qui est un virus qui est responsable du cancer du col ou parfois même du cancer du vagin, eh bien, une bonne façon de lutter contre ce papillomavirus, c'est d'avoir un bon équilibre vaginal, et que très souvent, il y a ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire des anomalies de l'équilibre vaginal qui favorisent l'émergence de certaines maladies. D'accord. Donc on peut aussi poser des questions si on a besoin de savoir si on est en bonne santé vaginale. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. C'est Garance, dans un instant justement, qui a des difficultés avec la lubrification et qui posera des questions à Christian Jamin, qui est avec nous jusqu'à 16h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Monsieur Berkoff, je suis ravi d'intervenir. Je vous félicite pour vos émissions que j'écoute attentivement depuis quelques années déjà. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle aujourd'hui de la lubrification en compagnie de Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, et on vous invite évidemment à venir poser toutes les questions. On commence avec vous, Garance. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier parce que Christian, je vous avais eu il y a quelques temps, et toujours dans l'émission de Brigitte, et à propos de ma fille et tout ce que vous m'aviez indiqué, je lui en ai parlé, elle a fait le nécessaire, et donc ça s'est résolu. Voilà, donc je vous remercie déjà pour ça. Et c'est gentil de le dire. Là, en ce qui concerne aujourd'hui, le sujet me parle parce que j'ai subi une hystérectomie en janvier 2019. Et à la suite de ça, j'ai perdu toute lubrification. À l'époque, j'étais mariée. Mon mari n'était pas du tout compréhensif. Donc, les rapports, effectivement, se faisaient avant l'hystérectomie dans la douleur, parce que j'avais des douleurs liées à une endométriose. Et après, ça a été des douleurs liées à la sécheresse. Et bon, au final, nous avons fini par divorcer. Et maintenant, je me retrouve dans une position où j'appréhende tellement de retomber dans une relation sexuelle qui serait douloureuse que je me mets toujours en position de ne rencontrer personne. Donc, en fait, je voudrais résoudre et me réconcilier avec mon corps par rapport à cela. Et je pense que derrière, j'arriverai à m'autoriser à reprendre une vie de femme. Je crois, vous avez raison, Garance, et peut-être qu'on n'en a pas parlé comme ça, mais quand on joue à soi-même à se faire du plaisir, à se masturber, que par exemple on introduit un jouet, c'est pareil, il est indispensable d'utiliser de la lubrification, parce que j'ai pas connu beaucoup de femmes qui étaient excitées à la vue de leur jouet. Donc là, je crois que ce que vous dites, c'est bien. Oui, mais en fait, il faut pas limiter ça au rapport sexuel. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la santé vaginale. C'est-à-dire que la sécheresse vaginale, ça se traite. Et ça se traite même en dehors des rapports, parce que c'est nécessaire à l'équilibre bactérien dont je parlais tout à l'heure. Donc, je dois dire que quand on a ce type de problème, qu'on est ménopausé ou qu'on vous a enlevé les ovaires, raison de plus pour traiter, même en dehors des rapports sexuels. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître ce que je vais vous dire, les rapports sexuels, c'est dans ce domaine vertueux. C'est-à-dire que quand on a une pénétration, il y a une dilatation du vagin qui fait sécréter des substances par ce qu'on appelle les fibroblastes, et donc ça entretient la santé vaginale. Donc, deux choses. Un, se traiter dans l'optique de rapport sexuel, mais même en l'absence d'optique de rapport sexuel, se traiter de manière régulière avec un petit ovule 3 fois par semaine. Et puis, ne pas hésiter à se masturber. Mais la masturbation pour entretenir le vagin doit être une masturbation avec pénétration. Et pas juste une masturbation clitoridienne qui certes donne du plaisir, mais n'entretient pas le vagin. Donc, avec ou sans rapport,
entretenez votre local, si je puis dire. Donc déjà Garance, oui, je crois qu'il faut oser aller un petit peu voir qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous faire mal, évidemment, mais là, vous, de toute façon, ce sera vous avec vous-même, donc vous allez avancer à petits pas, si je puis dire. Alors justement, la masturbation avec pénétration, ça, je la pratique. D'ailleurs, grâce à vous, parce que j'avais la chance de tester un jouet et voilà, qui m'est bien utile. Et je le fais avec un lubrifiant, effectivement. Donc, parce que voilà, vous en parlez régulièrement qu'il faut entretenir la mécanique pour qu'elle ne s'use pas. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où je suis intéressée, c'est justement cette ovule 3 fois par semaine, parce que moi, que ce soit le chirurgien qui a procédé à l'hystérectomie totale, ou que ce soit le gynéco qui me suit, ou mon médecin traitant, à chaque fois j'ai pu en faire part et aucun d'eux ne m'a proposé cette solution. Il existe des choses d'aller voir en pharmacie, mais c'est pas quelque chose de vraiment arrêté, vraiment précis. Et je pense qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont beaucoup dans la mécanique, mais après tout ça semble soit ça les met mal à l'aise, soit ça les intéresse pas, mais en tout cas c'est difficile d'en parler avec eux. Alors on peut utiliser soit des traitements hormonaux locaux, encore une fois, un ovule 3 fois par semaine, ou même de l'acide hyaluronique qui n'est pas hormonal mais qui attire l'eau, l'humidité et qui entretient aussi qui fait disparaître aussi la sécheresse vaginale. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est bon pour le vagin, c'est bon pour la sexualité, mais c'est aussi très bon pour la vessie. Et donc, je vous encourage vivement à réclamer un traitement de fond auprès de vos médecins, chirurgiens ou médecins généralistes ou gynécologues. D'accord, donc ça c'est sur ordonnance. Alors, les hormones, oui. L'acide hyaluronique, non. Ça s'achète en vente libre. Il y a plusieurs marques et vous mettez ça là aussi 3 fois par semaine. Et d'abord, vos jeux sexuels seront plus faciles, les pénétrations seront plus faciles et votre vagin vous paraîtra plus accessible, si je puis dire. Moi, je dirais plus onctueux. Oui, j'allais dire plus souple, en fait. Oui, mais vous voyez, c'est un peu... Et du coup, ça relancera peut-être votre envie, éventuellement, encore une fois, parce qu'il ne faut pas se jeter sur n'importe qui, mais ça vous redonnera peut-être envie de retrouver quelqu'un. Oui, ça vous retirera l'envie de refuser. C'est-à-dire que si on a peur que ça fasse mal, on fait rien. Et moins on fait, pire c'est. J'entends, je vous remercie. Encore une petite chose par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce type de troubles de la sexualité servent de fausses moustaches au divorce, si je puis dire. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison que ce type de problème conduise à des désordres matrimoniaux, si je puis dire. Donc, on a le droit de pas s'entendre avec son partenaire, mais il ne faut pas que ce soit pour des problèmes aussi simples. Oui, ce serait très long à expliquer. Ceci étant, c'est quelqu'un qui, pendant tout le temps de ma maladie, ma maladie a été diagnostiquée tardivement. Et donc, les rapports ont longtemps été douloureux. Et y compris quand le diagnostic est tombé, c'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout entendre que c'était soi-disant le prétexte A, et y compris après l'hystérectomie, où pour lui c'était une pénétration, et il n'y avait pas. Donc effectivement, il y avait autre chose, que ce n'est pas le prétexte A, mais il est vrai que quand on s'inscrit comme ça dans un rejet de son. Nous étions mariés, on a été quand même presque 30 ans ensemble. Lié à de la maladie, on a forcément une image de soi qui est très dégradée en tant que femme. Donc sur ça, tout doucement, je refranchis les étapes et que la prochaine, c'est de pouvoir aller dans une belle relation. Mais je ne veux pas être sur
le moment pour me dire ah mince, j'aurais dû m'en occuper avant. Non. J'anticipe et voilà, comme ça, au moment venu, je serai très à l'aise avec ça. Alors, il y a les douleurs de rapport, ça s'appelle la dyspareunie. Il y a 3 dyspareunies. Il y a la dyspareunie du fond du vagin. Ça, c'était votre endométriose. Et clairement, aucun traitement local ne change quoi que ce soit et il fallait vous faire opérer. Deuxième dyspareunie, c'est la douleur à l'entrée, à la pénétration. Ça, c'est toujours de l'anxiété. C'est toujours psychologique. Et puis, la 3e dyspareunie, c'est la sécheresse vaginale. Et ça se traite comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est dit. Merci Christian, pardon. Et puis attention de ne pas nous dire ça en tête à tête. Allez, on fait une petite pause et on continue. Merci Garance, en tout cas, merci beaucoup. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour madame. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue endocrinologue, pour aborder la question de la lubrification féminine. Alors évidemment, les hommes sont les bienvenus aussi. Si vous avez des conseils à demander pour comment peut-être aider votre partenaire à lubrifier, ou si vous avez vous-même beaucoup de lubrification, parce que ça existe, des hommes qui ont une lubrification un peu importante. Et vous pouvez également nous appeler aussi, bien sûr, au 0826 300 300. Bonjour Karina. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que je lubrifie beaucoup trop. Ah, alors, la vie est mal faite. Enfin, je vais pas m'en plaindre, mais bon, c'est vrai que c'est un souci parce que j'ai toujours peur, du coup, que mon partenaire n'ait pas de sensation. Et ça fait longtemps. Alors, en vieillissant, à l'extérieur, c'est de la sécheresse, mais à l'intérieur, c'est toujours très, 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 très humide, très lubrifié. Donc, c'est cette angoisse-là. Je leur demande, je dis toujours, t'es sûr que tu sens quelque chose? Oui, mais je suis inquiète par rapport à ça. Vous confondez quand même deux choses, il me semble. La lubrification, donc c'est du liquide qui fait que il nage peut-être un petit peu dedans, mais ce qui fait qu'il vous sent, c'est la contraction des parois vaginales. Oui, mais je contracte. Alors, mais comme c'est tellement mouillé, j'ai l'impression que il patauge. C'est votre impression. Alors c'est sûr qu'il patauge, mais il est retenu quand même par. Je n'ai jamais rencontré un homme qui se plaignait de ça. Donc, bon, super. Au contraire, ça les rend très fiers. Ah bon, vous voyez, comme quoi j'apprends. Malgré mon âge, j'apprends toujours. Voilà, donc. Ne vous excusez pas, au contraire, dites que c'est grâce à lui, même si vous mentez un peu, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de tel que de se faire plaisir à l'autre. D'accord. Ah oui, ok. Écoutez, je suis contente de le savoir parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui me tarabuste. Vous avez bien tort. Vous avez bien tort. Non, mais ce qui est certain, puisque c'est la sensation que vous avez, certainement que vous avez également une capacité à avoir un vagin qui se dilate et qui est très réceptif, si je puis dire, mais sans doute parce que vous adorez faire l'amour et que vous êtes totalement relâché et que tout ça fonctionne dans le bon sens, si je puis dire. Oui, certainement, oui. Après, j'essaie de faire, j'ai appris à faire des contractions, etc. Mais voilà. Pour mieux, oui, je le fais. Mais c'est vrai que c'en était presque gênant, parce que et en plus après vous avez les bruits de tission et tout. Bon, des fois c'est un peu bizarre. Mais c'est intéressant votre témoignage parce que beaucoup de femmes finalement ont toujours tendance à être un petit peu, je ne vais pas dire mal à l'aise, mais gênées par leur liquide, leurs odeurs, alors qu'en fait, les hommes, au fond, enfin les hommes qui aiment les femmes, les autres, ils n'écoutent pas la radio de toute façon. Les hommes, au contraire, ils prennent ça pour justement une bonne indication du plaisir que vous ressentez. Et c'est la vérité. D'accord. Et c'est la vérité. Donc, c'est que si vous réagissez comme ça, c'est que ça vous fait plaisir, que ça vous donne du plaisir, et donc il ne peut être que content. Bon, super, ça me rassure. Mais alors, j'ai bien fait de vous appeler. Bien sûr, Karina. Et puis vous allez rassurer d'autres femmes qui certainement également ont un peu cette sensation aussi. Mais vous disiez que vous étiez peut-être un peu sèche à l'extérieur. J'ai pas compris ce que vous entendiez par là. C'est-à-dire qu'en vieillissant, avant, c'était dehors, dedans, c'était vraiment la piscine.
Maintenant, au niveau du clitoris, bon, bah, je veux dire, c'est jamais c'est toujours sec. Donc, je lui demande toujours d'humidifier son doigt, parce que sinon, ça me fait mal. Et le problème, c'est que si jamais je prends un produit pour lubrifier mon clitoris, ça me fait mouiller encore plus en bas. Donc, voilà. Oui, mais il n'y a pas de lubrification sur le clitoris, de toute façon. Non, mais je veux dire, avant, c'était tellement mouillé que ça contaminait. Enfin, ça contaminait. Le terme est complètement exagéré, puisque vous venez de me dire. Et je veux dire, ça se propageait, ça montait. Et j'avais pas du tout de problème. J'avais pas besoin d'humidifier mon doigt ou de prendre quelques produits que ce soit, si vous voulez. Ça coulait de source, si je puis dire. Exactement. J'aurais pas pu mieux dire. Et il est possible que ce coup de téléphone change les choses. Parce que comme ça vous gênait, c'est peut-être pour ça que ça ne démarrait pas immédiatement. Tandis que maintenant que vous allez être fier de ce que vous faites, vous verrez, à mon avis, ça sera mieux aussi à l'extérieur. Fantastique, impeccable. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, mais de toute façon, oui, il est évident que quand on caresse un clitoris, il faut mettre un peu de salive ou un peu de lubrifiant ou un peu ou aller chercher un peu de lubrification à l'intérieur pour le mettre sur le clitoris. De toute façon, ça, vous avez raison. Il y a tellement peu qui le savent, hein, c'est incroyable. Alors, il faut leur dire à chaque fois. Ça me paraît, comme vous disiez, couler de source. Écoutez, on va continuer à les former, les hommes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, Karina? Hein, tout à fait. Il y a encore du boulot, puis il y en a qui arrivent tous les jours sur le marché en plus. Donc, on n'a pas fini. Hein. Sans cesse sur le métier, remettez votre ouvrage. C'était à peu près ça, oui. Et puis c'est un bel ouvrage quand même. Donc, ma foi, ça vaut le coup de faire des efforts. Bon, en tout cas, vous me semblez de bien bonne humeur, Karina. Ça fait plaisir à entendre. Toujours. Et puis c'est toujours un grand plaisir d'avoir vos conseils, parce que là, honnêtement, vous m'avez appris des choses et vous m'avez rassuré. Donc je vous en remercie. Christian est là pour faire le bonheur des femmes. Quel beau métier. Oui, je peux pas être partout. Merci Karina, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Alors Arnaud est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous allez répondre à 3 questions et puis ensuite vous pourrez en poser une à Christian Jamin, mais d'abord 3 questions intimes. Première question, Arnaud. Est-ce que vous avez déjà connu une femme fontaine? Non. Non, jamais? Jamais. Et ça vous tenterait? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Bon, eh ben écoutez, bonne chance. Alors, deuxième question, est-ce que vous avez déjà éprouvé un peu de sentiment ou de désir pour un homme? Peut-être touché par sa beauté, quelque chose où j'ai l'impression que c'est un bel homme, mais jamais sexuellement. D'accord, donc ce serait plus, vous pouvez être sensible à l'esthétique d'un homme. Exactement, son charisme, sa façon d'être, mais jamais ça m'a attiré sexuellement. Oui, ça n'a pas suscité chez vous une... Mais peut-être que vous avez un sens esthétique développé et que vous êtes attiré par tout ce qui est beau. Ouais, peut-être. En tout cas, oui, j'aime beaucoup l'esthétique, etc. Mais je crois être sensible au charisme, que ce soit celui de l'homme comme celui de la femme, et donc pouvoir comme ça un peu sentir une forme d'attirance, mais pas sexuelle. D'accord. Et dernière question, votre première fois, est-ce que ça a été un moment merveilleux ou plutôt une manière de s'en débarrasser? Non, merveilleux, je pense. Si, franchement, c'était top. Bon, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais pour l'instant, c'était vraiment cool. D'accord, donc vous en... Voilà, non, quelque chose d'assez grande étape. Chouette. Donc vous en gardez un bon souvenir. Oui. Eh bien, vous pouvez poser une question à Christian Jamin, il vous écoute. Du coup, ma question, ça aurait été de savoir, vous aviez parlé tout à l'heure de riches, je crois, ou quelque chose à prendre quand il y avait de la sécheresse vaginale. Est-ce qu'il existe d'autres moyens? Il y a deux choses. Il y a le traitement de fond, sans mauvais jeu de mots, qui consiste à mettre un traitement au long cours
c'est-à-dire même en dehors de toute sexualité, pour le confort, pour la santé du vagin. Et puis, il y a les lubrifiants qui servent au rapport sexuel, et sachant qu'on peut utiliser les deux. Mais moi, j'encourage les femmes, même lorsqu'elles n'ont pas de besoin sexuel, de jamais laisser leur vagin s'assécher. Donc, se traiter systématiquement, en particulier après la ménopause ou après des castrations, comme on a entendu tout à l'heure, pour des raisons chirurgicales. Donc, il y a actuellement, à un moment donné, on a eu peur de donner ces traitements hormonaux aux femmes qui avaient eu un cancer du sein, parce qu'on disait les hormones, on sait jamais, etc. Et tous les derniers travaux ont innocenté les traitements hormonaux locaux. Je dis bien locaux, y compris chez des femmes qui ont des contre-indications aux œstrogènes pris par voie générale. Donc, il n'y a pratiquement pas de contre-indication à l'utilisation de ces traitements-là. Voilà, Arnaud, la réponse de Christian Jamin. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on continue avec vos questions. Vous avez envie d'en savoir plus sur la lubrification ou comment résoudre des problèmes de sécheresse vaginale. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons avec lui aujourd'hui la question de lubrification. Bonjour Laurine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous, c'est un peu pareil, vous auriez tendance à bien lubrifier ? Oui, il peut m'arriver d'être asséchée, mais c'est assez rare. C'est vraiment dans des cas de grande fatigue, mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à être plutôt très très mouillée, voire à arriver à des états plutôt fontaine. D'accord, mais vous êtes, parce que quand on est fontaine, en général, on s'en rend compte. Hein, c'est pas, il y a la différence peut-être entre une forte lubrification et le phénomène fontaine, c'est que le phénomène fontaine, c'est vraiment à un moment donné, presque un jet qui va être assez fort et immédiat. C'est ça. Et qui peut nécessiter de retourner le matelas ou d'aller chercher à sa pierre selon. Oui, ça peut être. D'ailleurs, c'est ça qui est parfois impressionnant, hein, Christian Jamin, c'est le liquide qui sort de son corps. On se demande d'où ça vient tout ça. Oui, mais ça peut être gênant. Il y a des couples, surtout quand ils sont pas habitués, ça peut être très gênant parce qu'on se demande ce qui se passe. Surtout la première fois. Moi, c'est ce qui s'est passé quand ça a commencé. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'était assez étrange. Ça a commencé après mon premier accouchement. Donc, je ne pensais pas avoir des changements de cet ordre-là. Et c'est vrai que monsieur était assez content. Mais moi, j'étais extrêmement gênée de pas du tout comprendre ce qui se passait, pourquoi c'était comme ça, pourquoi ça allait changer. Et c'est vrai que c'était assez inquiétant. Oui, mais merci de témoigner, parce qu'une fois de plus, il faut rappeler que, en effet, après un accouchement, la sexualité d'une femme peut tout à fait évoluer. Là, visiblement, ça prouve qu'après avoir été maman, après cet accouchement, il y a quelque chose qui s'est un peu libéré, et vous avez certainement le corps qui a été plus apte à s'ouvrir. Et on sait que le phénomène fontaine, c'est quand même souvent une sorte de alors j'aime pas utiliser ce mot à tout va, mais une sorte de lâcher prise. Oui, c'est vrai que... Pardon. Non, mais ce qu'il faut arriver, c'est positiver. Et parce qu'au départ, on est plutôt dans la gêne, comme vous le disiez, parce que ça peut mouiller le matelas, ça peut tremper le partenaire, et on est très gêné. Mais je crois qu'il faut absolument expliquer que, au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et que vous arrivez au summum de l'orgasme.
Et il serait quand même étonnant que les hommes ne soient pas fiers. Mais là où Laurine a quand même raison, Christian Jamin, c'est qu'à un moment donné, il faut presque prévoir des serviettes, parce que c'est vrai que pour dormir après, c'est... Oui. Alors la première fois, ça peut étonner, mais après, il faut prendre ses précautions, ça c'est sûr. Donc, Laurine, ça vous arrive à chaque fois ou pas ? Pas vraiment, non ? Heureusement, même si c'est pas l'avis de tout le monde, mais question logistique, c'est quand même pas que pratique. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, non, après, mais c'est vrai. Après, pour arriver dans un état comme celui-là, il faut quand même un moment, il faut beaucoup d'attention, il faut faire les choses correctement, et on n'a pas toujours le temps de prendre son temps. Oui, mais bon, comme on le dit souvent, il y a différentes formes de plaisir, le plaisir rapide, le plaisir profond, la petite chose rapide juste pour le fun. Oui. Mais donc il y en a pas, à mon avis, il y a pas d'acte sexuel qui soit mieux qu'un autre. Enfin, en tout cas, quand ils sont réussis. Mais on n'est pas obligé d'être femme fontaine à chaque fois. Heureusement. Ben oui, mais en même temps, c'est une sensation qui est super agréable. C'est vrai que quand ça arrive, le plaisir est au summum. Donc c'est une sensation. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas si ça va arriver. Donc s'il faut commencer à mettre des serviettes à chaque fois, enfin c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une sorte de bon, faut dire ce qui est. C'est pas pratique. Vous l'avez dit, Laurine. Mais je crois que le mot est tout à fait bien trouvé. Mais ce qu'il faut dire aussi pour ceux qui écoutent et qui peut-être ont envie d'y arriver, à ça. C'est une façon d'abord il faut que la femme soit très décontractée, très très relâchée, Christian Jamin. Et puis ensuite c'est une tension, si je puis dire, plutôt sur la face supérieure du vagin. Vous êtes Oui, c'est ça. Il y a des hommes qui ont... Il y a des hommes qui sont des sourciers. Il y a des hommes qui sont des spécialistes. Oui, on les appelle des sourciers, oui. Oui, qui savent caresser avec les doigts pour vraiment amener la femme au bord de l'orgasme et effectivement à être fontaine. Mmh. Ça se prépare. En fait, c'est un peu en stimulant la zone qu'on appelle point G. Oui, c'est la partie antérieure du vagin, à l'entrée. Et il y a des positions qui parfois sont plus voilà. Mais ce qui peut être intéressant aussi pour les femmes qui nous écoutent, si elles ont envie de tester, parce qu'avec les jouets ça peut fonctionner également. Mais il y a de plus en plus aujourd'hui de jouets spécial point G, et ceux-là généralement peuvent provoquer le phénomène. Mais encore une fois, comme je dis souvent, dans la sexualité, il ne faut pas aller chercher quelque chose. Il faut être ouvert à tout, et puis ça arrive, ça n'arrive pas, qu'importe. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que c'est des surfemmes ou des surhommes qui vivent ça. Et puis ça peut arriver n'importe quand, et puis il y a des tas de rapports sexuels extraordinairement positifs qui n'amènent pas à ça. Donc voilà, il faut le prendre comme ça vient. Vous avez envie d'ajouter quelque chose, Laurine ? Non, je crois que c'était assez clair. D'accord. Écoutez, merci d'avoir témoigné, et puis peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de nous appeler sur ce phénomène. On n'a pas évoqué les questions de pilules et de lubrification, Christian Jamin, question qui souvent revient. Alors, il est possible, bien que ce soit pas complètement prouvé, c'est que plus la dose d'œstrogène dans une pilule est forte,
plus il y a de lubrification, et à tel point qu'il y avait eu, à un moment donné, c'est encore utilisé, mais des contraceptions avec des anneaux vaginaux qui libéraient localement les hormones de la pilule. Et il y avait eu des études qui avaient montré que la lubrification avec ces anneaux vaginaux était plus forte qu'avec les pilules prises par voie générale. Donc il est clair que plus il y a d'œstrogène localement, mieux ça vaut. Donc d'où l'intérêt de cet anneau vaginal. Et par ailleurs, il y a des pilules qu'on utilise au contraire pour faire baisser les œstrogènes des femmes qui ont des troubles gynécologiques. Ce sont ce qu'on appelle des pilules POP, c'est-à-dire où il n'y a que le progestatif. Et il est possible que le fait de faire baisser les œstrogènes diminue un peu la lubrification. Mais d'une manière générale, les pilules, quelles qu'elles soient, ne font pas disparaître la lubrification. Il est possible qu'il y ait une certaine palette avec un peu plus pour l'une, un peu moins pour l'autre, mais d'une manière générale, ça ne modifie pas le plaisir sexuel. En tout cas, on entend bien que la question hormonale agit avec la lubrification. Enfin, je veux dire, il y a un lien, ça c'est évident. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire aux femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous avez plus ou moins de lubrification, d'en parler à votre gynéco, parce qu'il y a peut-être aussi là des ajustements à faire et qui peuvent tout à fait être faits. Oui, mais par exemple, si on doit utiliser des pilules sans œstrogène pour des raisons médicales, rien n'empêche de mettre localement en plus un peu d'œstrogène sous forme locale. Donc effectivement, on peut résoudre facilement tous ces problèmes-là. Mais je pense qu'on n'est pas encore, alors que quand même, les femmes sont libérées, on en parle, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'une femme aille en pharmacie s'acheter un petit pot de crème pour son visage, mais de la même manière aille acheter un petit pot pour son vagin, quoi. Ça reste encore quelque chose d'un peu, je ne veux pas dire tabou, hein, le mot est trop fort, mais ça reste encore quelque chose d'un petit peu secondaire. Il ne faut pas se tromper de flacon au dernier moment. Et encore que. C'est peut-être pas bien grave de mettre une crème bien hydratante du visage dans le vagin. Hein. Et le contraire. Hein. À voir. Non, mais vous trouvez pas que c'est encore. Non, mais c'est vrai que. Bon, il y a de plus en plus de femmes qui en parlent. Bien sûr. Heureusement, mais encore beaucoup n'osent pas en parler ou considèrent que c'est perdu. Il y a beaucoup de femmes qui disent c'est plus pour moi. Ils baissent les bras, oui. C'est plus de mon âge. Il faut jamais lâcher l'affaire. Non, il faut jamais lâcher l'affaire, ça c'est sûr. C'est mon leitmotiv. D'ailleurs. Comment ? Ni la verge. Mais non, il y a beaucoup de femmes qui se refusent les rapports sexuels parce qu'elles refusent d'envisager ce problème, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison et il n'y a pas de contre-indication médicale. Alors je sais que vous n'êtes pas trop sur la psychosomatique, Christian Jamin, mais est-ce que, en effet, un manque de lubrification, ça peut aussi être un petit peu dans la tête ? Pas un petit peu. Le manque de lubrification, dans l'immense majorité des cas, c'est dans la tête, en dehors de problèmes hormonaux. Hein. On ne parle pas de ménopause, on ne parle pas de traitements médicaux, mais évidemment que la lubrification, ça passe par la tête. Et ça passe par le lâcher-prise, comme vous disiez. C'est-à-dire que si on se refuse quelque chose, on ne mouillera jamais. Ça, c'est certain. Donc, une fois de plus, aider les femmes à aimer leur corps. Moi, je suis toujours triste quand je vois qu'il y a plus de la moitié des femmes qui n'aiment pas leur corps. Enfin, je veux dire, c'est triste, quoi. Mon autre leitmotiv, c'est si vous voulez vous faire aimer, commencez par vous aimer vous-même. Ça, c'est certain. Et si vous voulez être prise, donnez-vous. Et si vous voulez être caressée, caressez-vous déjà vous-même. Voilà, ça va être un petit peu notre slogan du jour. Alors, on va redonner la parole aux auditeurs tout de suite après les infos, bien sûr. Et vous verrez, on aura drôle d'homme qui va nous appeler sur justement ces questions de lubrification vaginale. Mais je vous donne ma petite devinette du jour. Christian Jamin, vous pourriez peut-être trouver la réponse. Quelle est la différence entre une mini-jupe et une marée noire ? Vous avez le temps des infos pour réfléchir. Allez, 0826 300 300, vous aussi, venez témoigner. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Eh bien, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur la lubrification, mais si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais de nous appeler, puisqu'on est jusqu'à 16h avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Et bien sûr, encore une fois, chaque femme doit comprendre comment elle fonctionne, et puis s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas ou des dysfonctionnements, eh ben on a quand même aujourd'hui tout ce qu'il faut pour aider les femmes à avoir une lubrification correcte pour avoir des relations sexuelles harmonieuses. Alors, vous avez réfléchi, quelle est la différence entre une mini-jupe et une marée noire ? J'ai pas beaucoup d'idées, je trouve qu'il y en a une qui est toujours trop haute et l'autre pas assez. Et dans les deux cas, la moule est en danger. Ah, joli. N'est-ce pas? Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Sabrina. Merci à vous. Je vous en prie. Je suis très contente de vous avoir au téléphone. Je vous écoute beaucoup sur Sud Radio et je suis très, très, très contente. Eh ben merci de participer, comme je dis souvent. C'est gentil de nous écouter, mais c'est chouette aussi de participer parce que on a besoin de vous. Voilà. Merci à vous. Je crois que vous avez, plutôt de la sécheresse, hein, c'est bien ça? Moi, c'est beaucoup de sécheresse. En fait, j'ai toujours été comme ça depuis toute jeune. Et là, j'ai eu un cancer du sein en 2014. J'ai commencé l'hormonothérapie en 2015. Et là, je suis encore sous hormonothérapie. Et les sécheresses, elles n'arrêtent pas, en fait. J'ai que ça. Je prends beaucoup de lubrifiants, mais j'ai pas de rapport à côté. Alors, les lubrifiants, oui, bien sûr, mais ça suffit pas du tout. Il faut des hydratants. Alors bon, là vous êtes en plein traitement, donc peut-être faut-il ne pas utiliser des œstrogènes locaux. Mais comme je le disais, j'ai pas le droit aux hormones. Oui, mais je disais tout à l'heure qu'il y a aussi l'acide hyaluronique ou des produits comme ça qui sont très efficaces, et il y a eu des études en double aveugle comparant les hormones et les hydratants sans qu'il y ait de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Donc la sécheresse vaginale doit se traiter, même quand on prend des anti-hormones. On peut la traiter. Avec donc des hydratants, oui. Comme vous demandez, des ovules à base d'acide hyaluronique, qui sont comme des pompes à eau qui font rentrer du liquide dans le vagin. Et là aussi, vous mettez un ovule 3 fois par semaine et plus un lubrifiant au moment du rapport, et normalement les choses doivent rentrer dans l'ordre. Les hydratants, ma gynécologue elle m'en a jamais parlé, mais l'acide hyaluronique j'ai déjà eu en gel, mais ça m'a fait des irritations. Il faut voir si c'est pas l'excipient, c'est-à-dire que c'est rarement vendu pur, donc il faut changer de marque. Parce que ça ne donne pas, à ma connaissance, ça ne donne pas d'allergie, sauf peut-être certains excipients, donc il faut changer de marque. Mais il ne faut pas renoncer. D'accord, mais par contre, je fais beaucoup de mycoses. J'en fais une par mois, en fait. Ça fait, depuis mon traitement, je fais une mycose une fois par mois. Alors, effectivement, d'abord, il faut voir s'il n'y a pas une autre cause à ces mycoses. Prise d'antibiotiques, piscine, bain de mer, excès d'hygiène. Ou pantalon trop serré. Ouais, excès d'hygiène surtout. Oui, surtout excès d'hygiène. Donc, ça se traite. Et encore une fois, les hydratants n'ont rien à voir là-dedans. D'accord, mais le fait que je fasse une mycose comme ça par mois, est-ce que c'est tout à fait normal ou est-ce que c'est par rapport à la sécheresse ou... Écoutez, là c'est un peu compliqué de faire le diagnostic, mais parce que d'abord avoir ce qu'on appelle des candidats albicans dans le vagin, c'est normal. Toutes les femmes en ont. Ce qu'il faut pas, c'est faut pas qu'elles se développent excessivement. Donc une mycose ne se traite que quand elle est gênante. Et traiter une mycose sous prétexte qu'on a fait un prélèvement, il faut pas le faire, ça. Donc ce qu'il faut, c'est traiter que quand on a une gêne et éviter de se laver trop. D'accord.
Oui, ça c'est. On le répétera jamais assez. En fait, on lave la vulve, on lave les grandes lèvres, etc. Mais on ne va pas laver l'intérieur du vagin. C'est pas la peine. C'est C'est bien, Sabrina. C'est auto-nettoyant. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Une question que je pose parce que Sabrina, vous m'y faites penser, et c'est une question que je suis obligée de poser, même si je connais la réponse de Christian Jamin. Certains préconisent le laser quand il y a eu sécheresse vaginale. Quel est votre avis sur la question, Christian Jamin? Alors, je me garderais bien d'avoir un avis, parce que quel est le principe du laser? Le laser, c'est quelque chose qui fait des tout petits trous minuscules dans le vagin pour entraîner une régénération du vagin. Donc la théorie, c'est ça, c'est-à-dire que ça s'appelle de rajeunir le vagin en l'obligeant à se restaurer. Bon, il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Personnellement, je ne le pratique pas, donc j'ai pas d'opinion. Mais il y a des gens qui en sont très contents et d'autres qui contestent. Ça fait partie de la vie. Et si vraiment on a essayé tout, pourquoi pas essayer, pourquoi pas en venir là. Mais je ne porte pas de jugement sur l'efficacité de ce traitement. On entend tout et on lit tout sur ce sujet. Alors moi, comme je parle vrai et qu'on est sur Sud Radio, je vais me permettre de dire que je trouve que quand même souvent les séances sont très chères. Donc attention, parce que je me méfie toujours quand c'est très cher, alors qu'il n'y a pas de raison. Et puis il y a une autre chose que je peux me permettre de dire. Récemment, j'étais en discussion avec un très grand dermato dont je tirais le nom parce qu'après tout, et on a complètement arrêté les questions de laser sur le visage parce que ça ne marche pas, et voilà. Donc j'ai un peu de doute que ça puisse marcher sur le vagin, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Mais Brigitte, ce ne sont pas les mêmes lèvres, si je puis me permettre. Je suis d'accord, mais je ne parlais pas des lèvres de la bouche, je parlais de la peau du visage. C'est une plaisanterie. J'avais bien compris que c'était de l'humour de votre part. Mais bon, après, encore une fois, il y a peut-être des femmes pour qui ça a marché, parce que on sait aussi l'effet placebo de tout. Oui, mais bien sûr. Et de toute façon, ça ne fait pas de mal. Dans ce domaine-là, il y a énormément d'effets placebo. Donc, effectivement, si on fait un traitement sophistiqué, on est plus tenté de penser que ça va marcher. Voilà, donc la sexualité est très placebo ou nocebo. Tout est dans l'imaginaire, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Voilà, donc Sabrina, vous avez d'autres questions peut-être à poser? Je veux pas vous... Oui, par rapport à ce qu'il a dit le docteur Christian tout à l'heure, par rapport aux ovules. Est-ce que c'est des ovules, je sais pas, c'est quoi les ovules qu'il faut mettre? Il y a eu un problème. On a eu un petit problème de ligne, Sabrina. Vous parliez des ovules, pardon? Oui, par rapport aux ovules qu'il fallait mettre toutes les 3 semaines. Tous les 3 jours. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Oui, alors ça existe sous forme d'ovules, c'est-à-dire des suppositoires vaginaux, si vous voulez. Et par ailleurs, ça existe sous forme de petites poires injectables. Ça, chaque femme doit... Moi, je prescris jamais ni l'un ni l'autre. Je prescris les deux. Je demande à la femme d'essayer les deux et de choisir celui qu'elle voudra. Soit sous forme de crème à injecter dans le vagin, soit sous forme d'ovules. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est en pharmacie sur ordonnance ou si c'est hormonal, c'est sur ordonnance. Si c'est purement hydratant, c'est sans ordonnance. Voilà, donc ça, n'importe quelle femme peut aller en pharmacie demander des ovules hydratantes pour son vagin, et elle pourra avoir plusieurs marques. Après, chacun choisit sa marque. Voilà la réponse, une réponse claire, comme on les aime, Christian Jamin. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous. Merci à vous. C'est vraiment gentil. Bon courage. Je vous en prie. On fait une petite pause et puis on va retrouver Camille, je crois, dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Déjà, je voudrais vous remercier. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue, lubrification. On en parle et c'est vrai qu'il y a beaucoup à en dire, parce qu'évidemment, chaque femme a des lubrifications différentes. C'est un peu... J'aime bien comparer à la transpiration. Il y a des gens qui transpirent beaucoup, il y en a qui transpirent moins. On ne sait pas pourquoi. Il y en a qui transpirent du cuir
chevelu, d'autres du dos. Enfin, vous êtes d'accord ou pas Oui, je suis d'accord sur la diversité. Ça, sur le plan fonctionnement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que non, j'ai pas dit les autres, ce qu'on appelle des glandes exocrines, qui sont entièrement sous le système nerveux autonome, tandis que là, on est vraiment dans le complexe, parce qu'on est dans le cerveau, dans ce qu'il a de plus intime, on est dans les hormones, on est dans l'utilité de l'utilisation. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais finalement, Christian Jamin, la sexualité, c'est peut-être la fonction la plus complexe de l'être humain, non ? Oui, parce que certes, il y a toute une mécanistique, les hormones, les nerfs. Joli, n'est-ce pas ? Oui, c'est très joli, je le retiens. Il y a toute une mécanistique, et puis il y a surtout un contrôle cérébral qui est absolument... et puis il y a le déclencheur. Vous connaissez ma théorie sur la vue par rapport à l'odeur. Oui. Donc la sexualité archaïque est déclenchée par l'odeur, la sexualité humaine est souvent déclenchée par la vue. Et puis après, c'est pour les femmes filtré par l'imaginaire. Pour les femmes, par les oreilles aussi. Oui, quand on leur mordit le lobe. Oui, quand on leur murmure des mots doux, surtout. Oui, donc c'est infiniment complexe. Oui, mais c'est vrai. Par exemple, le cœur, on n'a pas beaucoup. On peut un peu ralentir notre rythme cardiaque, mais enfin, on n'a pas beaucoup on peut pas agir beaucoup. La respiration, oui, on peut aussi l'arrêter un petit peu, mais à un moment donné, on est obligatoirement en train de la reprendre. La sexualité, c'est vrai que c'est quand même. Oui, c'est que dans l'organisme, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est indépendant, qui fonctionne tout seul, le système nerveux autonome, et puis après il y a le système nerveux volontaire. Et donc la sexualité, c'est les deux en même temps. Oui, donc ça complique les choses. Bonjour Natacha. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Non, c'est un sujet, comme vous disiez, complexe, mais en tout cas vous le rendez passionnant. Donc déjà merci. Merci Natacha de ce compliment qui nous va droit au cœur. Alors pour ma part, j'ai pu tester en fait 2 modes de contraceptive et je pense qu'il y a un lien forcément avec la lubrification. Alors j'ai testé le stérilet au cuivre et j'ai connu donc des sécheresses vaginales, voire de la dyspareunie. Alors c'est pas forcément la même chose. Et ensuite donc un progestatif que je prends actuellement. Et ça modifie un peu les choses. Donc, on utilise avec mon compagnon du lubrifiant parce que c'est indispensable. Je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue, il y a l'état d'esprit, enfin bref, vous avez déjà dit tout ça. Voilà. Après, je ne sais pas, comme me disait le docteur Jamin, que vous pouvez ajouter des hormones au niveau local. Parce que moi, je pense, en périménopause. Bon, j'ai 44 ans bientôt. Je ne sais pas si ce serait utile dans ce cas-là ou si le lubrifiant suffit. Alors, comme on l'a dit, le coquin, si je puis dire, c'est le cerveau. C'est-à-dire que on fait pas l'amour avec sa vulve, et on fait pas l'amour avec sa bistouquette, on fait l'amour avec sa tête très souvent. Et donc, d'abord, il y a dans ce que vous dites, il y a ce qu'on pense. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment les stérilés, d'autres qui détestent les stérilés, et donc rien que ça modifie la sexualité. Il y a des femmes qui ont peur des stérilés, et puis il y a des hommes à qui le fil du stérilet pique le zizi. Donc tout ça paraît absurde, mais c'est extrêmement important. Alors par rapport aux progestatifs, eh bien les progestatifs, en principe, n'ont pas d'effet sur la sexualité, sauf que parfois on peut saigner et on a un taux d'œstrogène un tout petit peu plus faible. Donc dans ce domaine, je crois qu'il faut bien se garder d'avoir des idées préconçues. C'est-à-dire qu'il faut rien se refuser, si je puis dire, ni telle ou telle forme de contraception, et puis si vous pensez comme ça, eh bien vous pensez comme ça et il faut le respecter. Donc
Pourquoi pas, si vous pouvez très bien utiliser un traitement œstrogénique local, comme je le disais tout à l'heure, avec un petit ovule, et puis si ça marche, eh bien, même si c'est placebo, c'est tant mieux. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faut rien se refuser. Le rôle de l'esprit est tellement fort dans la sexualité que l'essentiel, c'est de se faire du bien. Oui, c'est évident. Après, je pense que la pilule joue sur la libido. Ça a forcément un effet. Après, il y a toujours moyen de pallier. Ça a un effet, encore une fois, placebo ou nocebo, parce qu'aucune enquête, d'après ce que vous disiez, je crois, une autre fois, Christian Jamin n'a prouvé que la libido et la pilule avaient un rapport. Hein. Alors, comme je le dis, comme je viens de le dire, la sexualité, c'est fondamentalement gouverné par le cerveau. Et donc, l'effet placebo ou l'effet nocebo joue un rôle considérable. C'est-à-dire que il fut une époque où la pilule a eu le prix Nobel, et maintenant, la pilule est vouée aux gémonies, par beaucoup. Et donc, rien que ça modifie beaucoup le vécu de la pilule par les femmes. Alors la seule façon de savoir ce qu'il en serait, c'est de faire ce qu'on appelle une étude en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire de donner une vraie et une fausse pilule, et on l'a déjà fait. Et qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que la pilule, c'est bien contraceptif, parce qu'il y a eu des grossesses avec le placebo. Donc, mais ça fait rire, mais c'est vrai, il y a eu... Alors c'était des gens qui étaient censés ne pas avoir de rapport sexuel, c'était des gens censés utiliser des préservatifs, et puis il y a eu quelques accidents chez les gens qui prenaient le placebo. Donc aujourd'hui, au moins on sait que c'est contraceptif, la pilule. Donc, ça a prouvé ça. Ça, on est sûr. Mais ça ne nous a fait pas avancer le schmilblick. À partir de là, aujourd'hui, quand on parle de libido et pilule, eh bien, comme je l'ai dit, c'est tellement pollué par ce qu'on pense que c'est très compliqué, et qu'il viendra à l'idée de personne de faire une étude randomisée versus placebo pour savoir, non pas si c'est contraceptif, parce qu'on aura la preuve que ça l'est, mais pour savoir si ça modifie réellement la libido, et on ne le saura jamais. Donc je pense que la seule chose à faire, c'est de rassurer et d'essayer, et puis de respecter ce que vous dit votre corps. Oui, tout à fait. Et puis, pour finir, peut-être, aussi penser aux pratiques pour pallier le manque de lubrification, parce que c'est ce que... Voilà. Alors ça c'est clair. Alors là, il est évident que la lubrification, par le plaisir que ça donne, joue un rôle considérable dans le plaisir. Et donc, si on a mal en ayant un rapport sexuel, il ne faut pas s'étonner d'être frigide. Donc, impérativement, il faut faciliter la qualité du rapport pour pouvoir le vivre bien, et ne pas se dire que je serre les dents parce que ça fait mal quand on me pénètre. Oui, tout à fait. Oui, ça je crois que ça je crois que vraiment c'est un conseil qu'il faut donner à toutes les femmes. Vous sentez que ça rentre pas bien, eh ben vous faites quelque chose et vous attendez que ça rentre bien. Ne vous sentez pas obligé que ça force un peu, parce que c'est contre-productif pour votre plaisir, et de toute façon aussi pour l'avenir de votre relation sexuelle avec cet homme. Et puis ça peut faire partie du jeu, c'est-à-dire que de mettre le lubrifiant sur la zigounette de monsieur, ou que ce soit monsieur qui doucement vous met la crème à l'entrée du vagin, ça fait partie des préliminaires, donc ça, il faut l'inclure dans le jeu. Il faut vraiment, c'est très 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 important. Et je crois que c'est aussi important que les hommes l'entendent, ça, parce que oui, vous avez une érection, vous êtes très excité, mais soyez sûr que la porte se soit bien grande ouverte. Et on va pas se cacher dans la salle de bain pour se mettre quelque chose. Non, bien sûr que non, mais bien sûr que non. C'est pas, enfin, je vois pas pourquoi il faudrait se cacher. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de, enfin, il y a encore des femmes qui pensent que parce qu'elles lubrifient pas assez, elles sont pas bien. Enfin non, il y a pas. Encore une fois, il y a des jours où on va lubrifier plus que d'autres, et tout va bien. Merci Natacha, en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler de la durée des rapports, tiens, justement. Et puis on aura Marie également qui a testé notre jouet du jour, un stimulateur clitoris de la marque Satisfyer. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors ? Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christian Jamin, on parle de toute la complexité de la sexualité et je peux vous assurer que dans la durée des rapports, là aussi c'est très 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 subjectif. On a remarqué que lorsqu'on pose la question à un couple, l'homme et la femme ne répondent pas la même manière, le même temps que le rapport dure. Et parfois il y a la différence entre les deux est quand même assez impressionnante, comme quoi peut-être que il y a quand même quelque chose à comprendre. En général, c'est plutôt l'homme qui va dire que c'est plus long et la femme qui va dire que c'est plus court, mais pas toujours systématiquement. Tout va dépendre évidemment de ce qu'on apprécie ou pas. Si on apprécie que ça dure longtemps, on va trouver que ça dure pas longtemps et vice versa, évidemment. Bref, toujours est-il que c'est quand même quelque chose qui devrait être discuté dans les couples et qui est finalement assez peu abordé. Je le disais encore hier, parler ensemble de sa sexualité, ça devrait faire partie des communications indispensables dans le couple, mais malheureusement, c'est quand même des sujets encore très tabous. Et donc, il faut en parler ensemble parce que quand c'est un peu trop long ou un peu trop court, ça peut, à force, donner moins envie de faire l'amour. Alors, bien sûr, ça varie suivant les jours. On regarde pas sa montre quand on est en train de faire l'amour. Mais vous le disiez tout à l'heure, parfois un petit coup vite fait, ça peut être super sympathique. Parfois, c'est bien que ça dure plus longtemps. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on appelle la durée d'un rapport. Est-ce que c'est à partir du moment où on commence à se toucher jusqu'au moment où on va prendre sa douche? Est-ce que c'est le coït simplement, c'est-à-dire au moment où il y a la pénétration jusqu'à l'éjaculation? Voilà, tout ça, c'est très complexe. Donc moi, je pense que ce qui est bien, c'est d'en parler quand même ensemble de temps en temps, d'oser en tout cas dire si on n'est pas satisfait de la durée, qu'elle soit trop courte ou trop longue. Et puis, rappeler peut-être, puisqu'on parle de lubrification aujourd'hui, quand un rapport dure longtemps, parfois il est nécessaire de réutiliser du lubrifiant, notamment quand il y a préservatif. Peut-être. Là encore, tout existe. Il y a des moments où, quand on commence à se lasser du rapport et on attend que l'autre en finisse, effectivement, il peut y avoir une baisse de lubrification. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est important aussi. Et puis, attention, quand vous changez de partenaire, ça c'est vraiment quelque chose d'important à dire, surtout pour les hommes. Les hommes ont toujours un peu l'impression, quand ils ont trouvé le mode d'emploi avec une femme et qu'ils en changent, ils essayent de remettre le même mode d'emploi avec une autre. Ça marche pas comme ça. Regardez le mode d'emploi avant de l'utiliser, si je puis dire. Et on le trouve où, ce mode d'emploi? Oui, il faut chercher. Mais vous êtes des chercheurs, on sait bien, les hommes adorent chercher. Alors, Marie est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, le mode d'emploi du jouet, c'est pareil, on le trouve pas toujours très bien, il faut le chercher. Il faut essayer plusieurs fois pour être bien au diapason. Exactement. Bon, alors celui-là, déjà, moi je l'ai, il est tout noir, voilà. Ça, on a encore le droit de le dire. C'est un stimulateur clitoris Curvy Trinity 4 de la marque Satisfyer que l'on retrouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Je vous le montre. Il est légèrement courbé, Christian Jamin. Et puis alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un petit trou au bout qui fait ventouse. Et il y a quand même un bout qui fait un peu pénis, quoi. Voilà. Donc a priori, si je comprends bien, Marie, il sert pour les deux. Il sert aux deux. Je pense que c'est ça qu'ont voulu présenter les concepteurs de ce petit jouet. Effectivement, il a la partie, désolé, moi j'appelle ça un petit aspirateur à clitoris. Oui, c'est très sympa, voilà. Ça fait des mini suçons, des petits bisous, on apparente ça à ce qu'on veut, mais c'est d'une efficacité redoutable pour faire affluer le sang au niveau du clitoris, je trouve. Personnellement, je trouve que c'est très efficace. Et je connaissais déjà ce principe-là, donc j'ai pas été surprise. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce jouet spécifiquement, c'est qu'il a justement cette double fonction et qu'on n'est pas obligé de changer de jouet pendant qu'on s'amuse avec soi-même. Oui, donc, mais on peut pas. Mais il me semble, enfin bon, là je le teste entre les mains, mais il
Il me semble qu'on peut pas faire les deux en même temps, quoi. Non, il est pas souple. À moins d'avoir une anatomie très particulière. Oui, très particulière. Vous en avez déjà vu des comme ça, Christian Jamin? En vrai. Oui. Voilà, il a la taille et la forme à peu près d'une banane. Si on doit représenter quelque chose, c'est juste. Que ce soit radiophonique. Radiophonique, voilà. Et du coup, forcément, la partie qui est susceptible d'être pénétrante ne peut pas l'être en même temps que le petit aspirateur fait son job de l'autre côté. Donc moi, je l'ai utilisé, voilà, en commençant par une stimulation clitoridienne, et puis voilà, on change pas de main, on change pas de jouet, et on peut aller plus loin après, mais pas en même temps. Exactement. Oui, c'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait lui faire éventuellement, mais bon, après, non, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'aspirateur à clitoris, j'avais jamais entendu encore cette expression, mais je peux la retenir, elle est assez imagée aussi. Oui, voilà, moi je trouve ça vraiment très efficace. Après, je sais pas si les auditrices seront d'accord avec moi, mais je trouve que ça stimule très 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 rapidement. Mais par contre, au moment où on a un orgasme qui arrive, personnellement, moi je supporte pas qu'il continue à faire son aspiration. C'est très particulier comme sensation. Ça fait venir vraiment le plaisir très rapidement, mais une fois qu'il est là, moi il faut que je l'enlève du contact parce que ça devient douloureux en fait. Oui, mais c'est un peu le problème des jouets, parce que ils sont pas assez réceptifs justement. C'est ça. Ils ne changent pas de fonctionnement au moment où l'orgasme arrive. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a encore besoin des hommes. Qu'est-ce que vous voulez, Marie? Oui. Au moins eux, ils arrivent à. Ils ont la clé du moment qu'ils ont trouvé le mode d'emploi. Voilà, on en revient au mode d'emploi. On n'en sort pas. Mais juste si je peux me permettre, je vous en prie. Une toute petite remarque. Ça fait une petite heure là que je vous écoute parce que j'étais en voiture. Et vous disiez avec Christian, que la sexualité c'est très dans la tête, etc. Et depuis une heure vous parlez de lubrification, etc. Bon, moi j'adore vous écouter, mais très bizarrement, alors que j'ai pas forcément envie de sexe ou quoi, rien que de vous entendre parler de lubrification, je sens qu'il s'est passé quelque chose un peu plus bas, au-dessous de ma ceinture. Ça confirme que c'est dans la tête. Ah, totalement. Oui. Ça fonctionne très bien. Ça veut dire que vous avez les deux oreilles de deux côtés de la tête, ça c'est sûr. Et que ça descend en flèche, en triangle, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, souvent, quand j'ai la chance et le temps d'écouter vos émissions à la bonne heure, ça me donne des petites idées pour le soir. Voilà. Ça éveille, ça remplit un peu la marmite, comme dit Parlin souvent. Oui, mais je crois que on l'a dit, il faut pratiquer parce qu'on a du plaisir, on aura envie, mais il faut aussi faire fonctionner son imaginaire, parce que justement, si la libido, ça s'entretient par l'imaginaire aussi, et c'est vrai que en général, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je me méfie toujours d'avoir une idée trop précise sur ce qu'aiment les femmes, parce que forcément celles qui m'écoutent comme vous, Marie, sont quand même en général des femmes un peu plus ouvertes à la sexualité que la moyenne. Sinon on n'a pas envie de m'écouter. Je veux dire. Ou ça éveille des choses. Ça fait des années que je vous écoute. Je sais que ça m'a beaucoup déculpabilisé à certains moments, et puis ça a éveillé des choses sans forcément que j'ai été au départ très ouverte sur la question, quoi. Merci, ça me donne envie de continuer, Marie. Merci. J'espère bien. Quelle note vous lui donnez à ce jouet, Marie? Je lui donne une note de 7 sur 10 parce qu'il est efficace quand même, mais comme vous disiez, il remplace pas un homme. Jamais. 7 sur 10. Vous voyez, Christian? 7 sur 10, c'est-à-dire que nous, on est capable d'avoir 10. Oui. Sans doute. Surtout quand on a le mode d'emploi. À mon avis, Christian, à force, vous l'avez le mode d'emploi quand même. Merci Marie, en tout cas, de votre bonne humeur. Alors, 7 sur 10 pour ce stimulateur clitoris Curvy Trinity 4 de la marque Satisfyer. Vous pouvez le trouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Je précise en plus, il est relativement abordable puisqu'il est à 43,92 €. Voilà. Et c'est vrai qu'il est assez joli. Et double emploi, comme le disait si justement Marie. On continue avec Muriel qui est avec nous. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Bonjour. Alors moi c'est le problème où je lubrifie énormément.
beaucoup trop. Et en plus de ça, j'ai l'impression que j'ai le vagin, on va dire, extrêmement dilaté, dû à la lubrification, j'imagine. Donc mes rapports sont depuis des années, puisque j'ai 47 ans, extrêmement, on va dire, je sens pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc ma question est, puisque je pense à faire une vaginoplastie, voilà, pour y remédier. Est-ce que, avant de passer sur cette étape, est-ce qu'il existe des, parce que j'ai essayé la rééducation du périnée, ça marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour y remédier, quoi, pour améliorer? C'est quand même dérangeant, quoi, parce que bon, j'ai des rapports très réguliers et avant, vous sentiez, vous étiez, enfin, je veux dire, au début de votre sexualité, c'était déjà comme ça ou pas? Ouais, ça s'est aggravé depuis que j'ai eu mes enfants, je trouve, mais ça a toujours, même quand j'étais très jeune, ça a toujours été, je ressens pas énormément de sensations, quoi. Donc j'imagine que mon partenaire, lui, me dit qu'il sent, mais bon, donc déjà c'est un peu votre imagination. Si lui vous dit qu'il sent, mais je pense parce que en fait je suis séparée depuis 6 mois. Oui. Donc ce monsieur est parti. Il y a eu d'autres aventures, si vous voulez. Et donc on s'est revus il y a pas si longtemps que ça. Et donc il m'a dit, oui, j'avais oublié que, pardon, je vais un terme un petit peu cru, j'avais oublié que tu avais le vagin, on va dire, aussi large. D'accord. Alors, il y a un truc très simple dans le Kama Sutra qui dit qu'il y a 3 sortes de vagins. Il y a les vagins, alors je ne sais plus quels sont les animaux utilisés, mais il y a les... Voilà, bon, donc il y a des femmes qui ont un vagin plus accueillant, si je puis dire, parce que j'aime pas dire large, parce que ça pourrait être péjoratif, et puis il y a des femmes qui ont un vagin beaucoup plus serré, voilà. Alors, il y a 2 choses, je pense. Moi, je parle un peu technique, Muriel. Hein. Première chose, essayez un jour avec une éponge vaginale de faire l'amour. Déjà, l'éponge vaginale, elle va absorber une bonne partie de votre lubrification. Et vous verrez déjà... Une éponge vaginale. Vous achetez ça en pharmacie, c'est une éponge pas vaginale, pardon, végétale, excusez-moi. Ah. Excusez-moi, on est dans le vagin, hein, donc j'ai fait un lapsus. Vous achetez une éponge végétale, vous en mettez peut-être pas l'éponge entière, hein, vous mettez un bout d'éponge végétale et elle va absorber une bonne partie de votre lubrification et vous allez voir déjà si vous sentez une différence. D'accord. Comme ça, déjà, vous pourrez voir si c'est une lubrification intense qui vous donne la sensation de rien sentir ou pas. Et ensuite, moi, je vous conseillerais de travailler vous-même avec des jouets. Là, dans votre cas, vous pouvez utiliser même éventuellement, pourquoi pas, des œufs. Mais des œufs, donc pas forcément vibrants, hein, d'ailleurs, des œufs, par exemple, en onyx ou etc. Et essayez de voir comment vous allez réussir, vous, à ressentir la pression sur. Et puis vous pouvez utiliser même des jouets de taille de plus en plus grande et vous entraîner vous-même à comment dirais-je, aspirer en serrant et expirer en relâchant. D'accord. C'est assez, et peut-être que là... Ça va rééduquer le vagin, vous pensez? En tout cas, ça va vous ce qui est compliqué, c'est que on n'est pas, je sais bien que la rééducation périnale a cet effet-là, mais elle n'a pas un effet réellement sur l'intérieur du vagin. Voilà. Et l'intérieur du vagin, vous savez, quand vous voyez les geishas, moi je les ai vus en Thaïlande, qui sont capables de faire des choses avec leur vagin que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, il y a une puissance musculaire vaginale, mais personne ne nous l'apprend. Ben oui, exactement. Et donc, dans votre cas, qui visiblement... donc, peut-être que vous n'avez jamais été consciente de ça, et puis il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein. Et donc, la vaginoplastie est une autre solution ? Alors ça, je laisse parler le spécialiste parce que moi, je suis pas médecin et je me permettrai pas de dire des choses sur ce domaine. Je n'ai aucune expérience, donc je ne peux pas en parler. Mais clairement, on a des possibilités internes qu'on n'imagine pas.
Et donc il faudrait faire une recherche sur Internet, voir s'il y a des gens qui sont spécialisés dans la prise de conscience. Il faut que je pose la question notamment à Xavier Latouche, qui je sais qu'à un moment donné il faisait des réparations, des épisiotomies et des vaginoplasties. Il faut que je me renseigne. Là, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, si vous allez jusqu'à l'opération, allez pas voir n'importe qui, n'allez pas voir le premier venu. Allez voir quelqu'un qui vous est conseillé par quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça, c'est la seule chose. Parce que dans ces choses-là, on a aussi des gens qui sont plus proches de leur porte-monnaie que de l'intérêt des femmes. Bien sûr. Voilà. Ok. Merci Muriel. De rien. Merci à vous. On fait une petite pause, Christian Jamin. On reprend notre souffle et on va conclure. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Christian Jamin, gynécologue endocrinologue. On va conclure, Christian Jamin, avec Sophie. Et je crois que c'est très bien qu'on puisse conclure avec vous, Sophie, puisque depuis la ménopause, oui, il y a des soucis de lubrification et peut-être même de vagin plus serré et enfin en tout cas peut-être moins souple. Bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous les deux. Oui, effectivement, ce que vous avez dit, c'est parfaitement exact. Donc, je me soigne. Le gynécologue m'a donné de l'acide hyaluronique à mettre donc sous forme de crème, à mettre 2 ou 3 fois par semaine. Mais il n'empêche qu'au moment des rapports, j'ai l'impression que le vagin est resserré et je ressens quand même de la gêne et un petit peu j'ai quand même une douleur qui persiste. Au moment de la pénétration, puis comme ça fait un petit peu mal, on se relâche pas complètement et du coup ça continue à faire un petit peu mal. Et la fois d'après, on est encore un peu plus inquiète. En fait, je pense que je me contracte involontairement quelque part. Non, c'est normal. Votre corps se défend. Hein. C'est normal. Hein. Je crois que c'est bien aussi de rappeler que c'est normal de se contracter si la fois d'avant ça fait mal. Oui, mais on a beaucoup parlé de la lubrification, des hormones, etc. Mais il y a aussi toute une dermatologie de cet endroit-là. Et parfois, on piétine, si je puis dire, parce que on n'a pas vu qu'il y avait une petite atteinte cutanée qui mériterait un autre type de traitement. Donc, notamment au niveau de la fourchette, par exemple? Non, au niveau de l'entrée, c'est quelque chose qui s'appelle le lichen, par exemple, qui a tendance à rétrécir l'entrée et à brûler et à faire mal. Donc, si les traitements bien conduits, l'acide hyaluronique, vous pouvez peut-être essayer aussi les hormones locales, mais si ça ne suffit pas, il faut aller voir un dermatologue, et il y a des dermatologues spécialisés dans cette région qui vous rassurent une bonne fois pour toutes, parce que quand on fait un diagnostic différent, c'est-à-dire que là on n'est plus dans le vagin, on est dans une petite dermatose de l'entrée, ça se soigne très bien et ça redonne goût à la vie, si je puis dire. Continuez le traitement et éventuellement offrez-vous une visite chez un dermato-spécialiste de cet endroit pour être sûr que l'entrée est bien adéquate. Mais c'est pas que l'entrée en fait. J'ai un peu mal à l'entrée, mais c'est surtout après, lors du rapport, en fait, ce sont les vagines qui me font. Je sens le fond du col de l'utérus c'est pas agréable, quoi, on va dire. Voilà. Bon, alors là, c'est difficile de répondre. D'abord, il faudrait savoir si vous aviez un problème avant. Non, pas du tout. D'accord. Avant la ménopause, ça allait très bien. Alors, après, excusez-moi, j'ai su que mon mari, voyant que on n'avait pas assez de rapport, me trompait aussi. Et peut-être qu'inconsciemment, je bloque maintenant, même s'il a arrêté, etc. Peut-être que maintenant Alors, non seulement peut-être que vous bloquez, mais ça peut aussi provoquer une dermatose ou quelque chose d'ordre. On sait que beaucoup de problèmes dermatologiques sont souvent psychosomatiques. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, encore une fois. Hein.
Donc il faut faire un bon bilan anatomique, si je puis dire, et puis après, il faut traiter comme il faut, et puis après, il faut essayer de comprendre, une fois qu'on n'a rien trouvé, si effectivement il reste dans votre subconscient quelque chose qui fait que vous lui en voulez, et que ça vous décontracte pas. Donc, mais il faut commencer toujours par un vrai bilan anatomique, si je puis dire. On est d'accord. Et bon, parce que je vais régulièrement chez ma gynécologue qui me dit que tout va bien, qu'il n'y a rien de pris. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que ça existe un rétrécissement du vagin? Voilà, Des rétrécissements de... On vous entend plus très bien. Le rétrécissement du vagin. Est-ce que ça existe après la ménopause? Voilà. Non, parce que une fois que c'est bien lubrifié et qu'on a des rapports, ça se met toujours à la taille nécessaire. Donc, sauf encore une fois s'il y a un problème dermatologique. Donc, je le dis pour vous, mais je le dis aussi surtout pour les auditeurs et auditrices, c'est que très souvent on piétine parce que on est passé à côté de quelque chose. Donc, il faut pas hésiter à prendre une visite chez un spécialiste dermato. Oui, je crois que c'est dans votre cas, Sophie. Il y a peut-être aussi un rapport de cause à effet. Enfin, mais en tout cas, là, en l'occurrence, les rapports sont douloureux. Donc déjà, peut-être qu'il faudrait arrêter les rapports, ou en tout cas mieux vous préparer pour éventuellement avoir un rapport. Et on m'a parlé de dilatateur. Ça, c'est le gynécologue qui m'en a parlé. Il m'a dit si ça continuait, mais c'est vrai que de voir sur Internet que ça n'a été pas remboursé, donc c'est vrai que là, je ne sais même pas où me renseigner, je ne sais pas. Des dilatateurs qui aident le vagin à se dilater. Ouais, ça qu'il y a un médecin à l'antenne pour poser la question, en fait. Ça s'appelle des bougies aussi. Mais les bougies, c'est surtout pour l'entrée, si je puis dire. C'est surtout pour ce qu'on appelle les dyspareunies orificielles d'origine psychologique. Parce que l'anatomie s'améliore en général avec l'utilisation. Mais vous pouvez déjà, vous, toute seule, avec un jouet, voir comment vous êtes, parce que là, vous allez, au départ, prenez un jouet pas trop, plutôt inférieur au diamètre de celui du pénis de votre mari. Voyez déjà comment ça se passe, si vous arrivez à vous détendre. Enfin, moi, je pense aussi que de temps en temps, une auto-observation de son propre vagin, ça peut aider aussi parce que, oui, rappelons-le, c'est pas votre cas, Sophie, mais quand on entend parler de vaginisme, c'est un réflexe et il y a